D'abord, le cyberpunk est lié à la littérature. Je le découvre à travers la littérature de science-fiction. Mais donc ça, c'est une part du cyberpunk et la part littéraire. Et il y a un peu d'ailleurs dans le cyberpunk, dans le courant littéraire du cyberpunk, une espèce d'escroquerie. Hein, c'est-à-dire, c'est un peu comme si on disait que c'était les robots n'existaient que par Karel Capek. Hein. C'est parce que Karel Capek invente le mot robot que les robots n'existent qu'à travers le courant littéraire de Karel Capek. Alors, c'est pas parce que le courant Gibson, mais surtout Bruce Beck, hein, qui est le premier inventeur du mot, et puis Gibson avec ses Robin des Bois cyberpunk, c'est pas parce qu'il va nommer ce phénomène social qu'ils l'ont inventé. En réalité, et d'ailleurs on le voit, Gibson baigne dans le cyberpunk. Le cyberpunk préexiste à Gibson, préexiste à Bruce Beck. Hein, c'est tout un courant qui va auquel appartient des précurseurs aussi, comme par exemple Steve Jobs, hein, qui était un hacker quand même à l'origine. Et puis avant eux, il y a les Merry Pranksters, il y a tous les hippies techno, tous les adeptes du LSD qui sont en train de parcourir les États-Unis dans les années 60-70. À faire le prosélytisme, ils croient, ils sont persuadés, c'est une démarche assez transhumaniste, ils sont persuadés que le LSD va les augmenter, va leur ouvrir les portes de l'esprit et ouvrir les portes de l'esprit de tout le monde. Donc ils essaient d'inciter tout le monde à prendre du LSD. Et il y a un très très bon livre hein, qui s'appelle aux sources de l'utopie numérique, paru en 2012, qui est d'un chercheur américain qui remonte cette histoire-là et qui raconte comment le parcours des Merry Pranksters et autres suivait sur la côte ouest les grands laboratoires de recherche informatique américains. Et donc les chercheurs descendaient le soir se faire des free parties au LSD et ont partagé avec toutes ces communautés-là cette espèce d'idéal de la jeunesse américaine. Hein. C'est un truc que je raconte souvent dans mes conférences. Hein. Ça aussi c'est passionnant. C'est que et je l'ai vécu indirectement hein, parce que j'étais en plein à 12, 13, 14 ans. C'était la guerre du Vietnam. Bon, mes parents étaient militants évidemment anti-guerre du Vietnam. Et du coup, j'étais immergé aussi dans ce qui était en train de frapper les Américains de façon assez forte à l'époque, hein, puisque les jeunes Américains, ils allaient se faire buter au Vietnam et ils n'étaient pas très joyeux d'aller se faire descendre au Vietnam pour une guerre qui les concernait pas. Et quand ils militaient, quand ils se rebellaient, aux États-Unis, ils se faisaient tirer dessus par l'armée américaine dans les universités. C'est-à-dire, on a un peu une image idyllique hein, d'une Amérique super sympathique, sociale, riche dans les années 70-80, alors que pas du tout. Hein. Les jeunes à l'époque, d'abord, ils avaient la trouille de la bombe atomique soviétique. Hein. C'est-à-dire qu'on leur expliquait régulièrement qu'il fallait se jeter sous les tables s'il y avait des sirènes qui se déclenchaient parce qu'il y avait une bombe atomique, des robots soviétiques, un totalitarisme qui allait venir les annihiler. Il y avait de notre côté la guerre au Vietnam. Il y avait les premiers mouvements les grands mouvements identitaires qui naissaient à ce moment-là, hein, les Amérindiens qui commençaient, il y a le siège de Wounded Knee où par les armes ils s'emparent d'une ville quand même, hein, et puis on a les Noirs américains, on a les Black Panthers qui commencent à revendiquer leur identité, et en même temps on a les J'en oublie, mais il flippe grave. Le contexte américain de l'époque est pas du tout un contexte très sympathique et gentillet pour les jeunes Américains. Et là, ils cherchent. Ils sont en train, la jeunesse américaine est en train d'essayer de trouver des alternatives. C'est-à-dire que ils peuvent pas aller vers l'alternative communiste. Hein, la grande alternative sociale, c'est le communisme. Mais non, c'est pas possible. Surtout que pour tout le monde, et ils avaient pas entièrement tort, hein, vu l'effondrement de l'Union soviétique, c'est transformer tout le monde dans une espèce de système totalitaire au service d'un État ultra puissant. C'est pas une bonne alternative et ils vont chercher des alternatives, ils vont chercher des propositions. Et donc ils vont hacker le système, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait tous dès qu'on est jeune, que tu nais dans cette société, tu ne peux pas rentrer dans un processus de rébellion, tu peux pas, elle fonctionne pas. À chaque génération, on s'aperçoit que le monde dans lequel on est pas vraiment très satisfaisant. Donc si t'as pas l'alternative révolutionnaire de la révolution par les armes, t'essaies de trouver d'autres solutions. Et donc, les jeunes vont hacker le système, vont se mettre dans une posture de cyberpunk, de punk cybernétique. Hein. Ils vont essayer de trouver, parce qu'ils aiment bien la technologie. La technologie est quelque chose d'agréable, même s'ils sont hippies et que certains hippies vont essayer de s'affranchir des dépenses de la technologie. On a tout un courant hippie et post-hippie qui, lui, adore la technologie. Et l'informatique apparaît
comme un espoir. C'est-à-dire que ça facilite les relations entre les gens. Hein, c'est-à-dire les premiers réseaux sociaux qui émergent à l'époque. Derrière, on sent et le World Earth Catalog l'exprime bien. Hein, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a comment rapprocher les gens, comment faire pour rapprocher les gens. On croit dans cette utopie de la communication. On croit dans cette utopie que si les gens communiquent mieux, plus facilement, bah, ça va changer la société, ça va améliorer la société. Et ils y vont à fond. Ils vont à fond là-dedans, et pour le faire, bah, ils se heurtent au système. Il faut hacker les ordinateurs, il faut hacker le système pour pouvoir imposer cette pensée-là. Et donc le cyberpunk, les voyous cybernétiques, existent en grandeur réelle 20 ans avant que le terme ne soit consacré dans la littérature de science-fiction, tu vois. Et donc c'est pour ça que je m'immerge, parce que moi, à l'époque, j'ai pas un discours aussi élaboré que maintenant. Moi, j'agis intuitivement, mais par exemple, mes parents, à un moment, je m'étais intéressé justement à ces jeux de lumière. Je m'étais rendu compte que je faisais du shifting aussi, c'est-à-dire que j'avais emprunté les colonnes de sono d'un groupe de rock de la ville, qui étaient des potes à moi, et je les avais allongées sous mon lit. Je m'allongeais sur les colonnes de sono et je voyageais. C'est-à-dire, je mettais des musiques psychédéliques, hein, genre Klaus Schulze, Pink Floyd, Tangerine Dream, et je voyageais. Je voyageais dans des univers et j'avais des visions, ce qu'on appelle maintenant le shifting. J'avais des espèces de visions oniriques qui m'apparaissaient. Et puis, j'avais commencé à bricoler des jeux de lumière qui généraient des états hypnotiques. Donc, j'étais dans une quête par la technologie de monde alternatif, de métavers, en fait. Je voyageais dans des métavers, et qui est une démarche, d'ailleurs, éminemment métaphorique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les métavers, c'est la formalisation de nos capacités de spéculation du réel, d'anticipation du réel, de ce qui nous caractérise en tant qu'humains. Mais donc, là pareil, le cyberpunk agrège tout cela dans sa littérature. Et d'autre part, l'autre élément important, c'est que le cyberpunk est en train de décrire ce que je vis ici et maintenant à l'époque. C'est-à-dire que le cyberpunk était très peu décalé en fait de la réalité du monde. Comme on dit, la science-fiction ne parle pas du futur, elle parle d'ici et maintenant. Et il y avait deux grands courants en science-fiction à l'époque, hein, c'était le post-apocalyptique et le cyberpunk. Alors on a de la chance, le post-apocalyptique ne s'est pas réalisé. Par contre, nous sommes dans un monde cyberpunk. Hein, nous sommes clairement dans les délires cyberpunk de Gibson, avec le côté positif en moins. Hein, c'est-à-dire, c'est pas nous les cyberpunk c'est pas les Anonymous qui réussiront à changer le pouvoir des majeures compagnies. Hein. Les plus grands cyberpunk de la planète actuellement, c'est les services secrets, c'est les mafias, c'est les gros industriels. Hein. Volkswagen qui hack son propre moteur pour passer les tests de pollution, par exemple. Hein, et les vrais cyberpunks, hein, bah, ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Je pense à Assange, à les hackeuses, les punks russes, qui se sont retrouvés quand même au bagne, là. Hein. Et puis, eh bien, on les connaît, ils sont pas nombreux, hein, mais ils ont quand même bien morflé. Voilà. Et donc, tout ça, c'est encore un développement assez long, mais donc c'est un peu l'essentiel, si tu veux, de ma passion pour le cyberpunk, et aussi dans son esthétique. Hein. Clairement, ma première installation est une installation d'inspiration esthétique, science-fiction, cyberpunk, qui va d'ailleurs se retrouver par tout un tas de biais rigolos. J'ai hacké Beaubourg, exposé à Beaubourg. Et c'est intéressant parce que ça a choqué, en fait, ça a choqué le milieu des arts plastiques, hein, c'est-à-dire la science-fiction cyberpunk, pour le milieu des arts plastiques qui est complètement vénère, amoureux du conceptuel et épuration des formes, c'est no way, quoi. Et donc j'ai eu une chance inouïe, c'est que je me suis retrouvé très vite exclu de l'espace des arts plastiques, hein, à cause de mon esthétique de science-fiction cyberpunk dans mes œuvres. Et ça n'est que ma chance, c'est que dans les années, quand l'internet émerge, je dirais à la fin des années 90, que là, il y a toute une génération de jeunes, de vraiment jeunes par rapport à moi, hein, qui ont 20 ans de moins que moi, qui me ressortent des placards et qui me contactent en me disant ah, c'est super ce que tu fais, etc. Et du coup, je traversais des fameuses traversées du désert que tout artiste traverse dans sa vie. Et là, je me retrouve reconnecté. Donc, c'était génial parce que je me suis retrouvé reconnecté avec mon propre univers, avec ce qui me fascinait dans mon enfance, qui est devenu maintenant alors une forme de classicisme, hein, un peu chiante. Hein. Le cyberpunk actuellement, il est un peu resté scotché sur Duke Nukem et les gros barbouzes à flingue et les superwomen
hyper sexy surarmé, quoi. Il est un peu resté coincé dans les années 90, quoi. J'aurais tendance à dire. Le podcast Humain, demain.